Ah, écoute, c'est correct. C'est normal. C'était comme pas prévu. Finalement, le salon, c'est vendredi. Fait que j'étais encore un peu dans le. Okay, ça va, je suis dans le so-so. C'est bon de le faire à soir, là, quand même. Ouais, ben c'est ça, je me suis dit, ça sert quand même à rien de trop repousser. Puis, ça va me permettre de juste me changer les idées aussi. C'est vendredi, je pleurerai vendredi. Pour toi. Mais au moins, il n'y a plus l'incertitude. Ouais, non, ben, c'est plus le fait que c'est quand. C'est pas la première fois que ça arrive. Mon oncle il est décédé en 2017. Et on a su 3 ans plus tôt qu'il y avait si je ne me trompe pas, c'était le cancer des poumons. C'était la physio et les traitements et tout. Fait que, on savait que ça allait arriver, mais on ne savait pas vraiment quand. Puis il y a petite proche de vie, tout le monde, bonjour. C'est arrivé un jour. Allô Sandra, c'est correct, il n'y a pas de problème que tu commences avec nous au début puis que tu finisses en rediffusion, c'est correct. Puis parce que c'est ça. Fait que pour finir vite, vite, petite parenthèse, c'est ça. Il a fini par nous dire bon, les physios ne marchent plus, fait que je vais juste en profiter, je vais aller voyager puis tout. Ah, Puis, ben oui. en 2017, il est décédé en mars. Fait que, on s'est comme regroupés là, tout le monde ensemble. Puis, je me souviens très bien quand on est sortis dehors. J'étais dehors avec mes parents, il y avait moi, puis il y avait mes frères, puis on était dehors, puis bon, on va se revoir au salon. C'est tout ce qu'on s'est dit en partant, tu sais. Bonsoir, Suzanne. Allô, Riley. Je suis comme un peu, c'est pas la première fois, mais c'est pas agréable quand même. Là. Ah là là, ouais. Je t'ai envoyé un message privé, le lien Facebook. Donc, si tu veux le partager, les gens arrivent. Je le vois pas, mais il est sur le groupe? Oui. Je vais aller voir ça. Parce que le nouveau Facebook est. C'est ça. Je confirme, j'ai de la misère aussi. J'ai beaucoup de misère. Donc, peut-être pour expliquer la petite parenthèse du début aux gens qui arrivent. Allô Annie, et pour les gens qui vont réécouter en différé, j'expliquais à Sonia, la semaine dernière, quand j'ai annulé le live, c'est parce que j'avais appris que mon grand-père était rentré à l'hôpital. Et là, c'est ça, il est décédé en fin de semaine. Donc, jeudi passé, je filais pas pour un live, donc j'ai remis cette semaine. Donc, gros câlin virtuel. Merci, Shanti. C'est gentil. Donc, c'est ça, c'était pas... c'est juste pour ça que j'ai annulé le live. Je filais pas pour... mais c'est ça. Donc, on se reprend force cette semaine. Et voilà. Ça arrive. Malheureusement. Donc, dites-nous bonjour les gens quand vous êtes arrivés. Pour l'instant, je sais qu'il y a 5 personnes. Je connais 5 personnes sur 12 qui sont présentes. Merci Sandra, c'est gentil. Je raconte ça, quand je suis comme toute gênée. Là, je suis comme, bon, les gens vont me dire ça, mais... Okay. Partager tout ça, là, je m'en viens. Il n'y a pas de problème. C'est pas la technologie. Les premières minutes, ça peut le temps ça, là, à se placer, puis il n'y a pas de problème. Mais c'est ça, tout le monde, c'est pas très grave. Là, c'est ça. J'ai pris le temps de prendre ma soirée, là. J'aurais pas filé, mais tu sais, c'est ça. Ça se peut que je me trompe ce soir, puis je suis très fatiguée cette semaine. Ouais. Mais regarde, on peut passer un petit moment de bonheur. Oh oui, très plaisant. Ben pour toi, moi je sais pas là, si je vais être pris en. Ah oui, là, ce que les gens savent pas, c'est qu'avant les lives, je dis souvent aux auteurs que je vais les faire pleurer juste pour les stresser un peu. Là, je m'attends à tout, là. Donc, bonsoir Stéphanie qui s'est joint à nous. Bonsoir Thaïs, bonsoir Patricia aussi. Est-ce que j'en ai oublié? Peut-être. Il y en a, j'ai des Facebook users, donc je ne vois pas vos noms. Si ça ne vous dérange pas, juste en haut de la vidéo, il y a le petit lien que vous pouvez aller cliquer pour autoriser StreamYard à divulguer votre nom, mais il ne publiera pas rien sur votre profil ni rien. C'est vraiment juste pour que moi, de mon côté, je puisse voir qui a publié les
les mots, c'est ça, voilà. Que je puisse savoir qui parle. J'en profite, je dis bonjour Patricia qui me dit allô Sonia. Oui. Bonjour Stéphanie, Taï. Donc, je vais commencer comme d'habitude pour les gens qui... bonsoir Silvio, c'est Silvio qui s'est joint à nous. Donc, pour les gens qui ne sauraient pas qui est mon auteur ce soir, je parle avec Sonia Alain. Donc, bonsoir Sonia, ça va bien? Allô, allô! Pascal, allô Pascal, mon Dieu, les gens arrivent. Je vous dirais peut-être pas allô tout le monde, mais allô tout le monde. Ben oui, bonjour, bonjour! Comme ça, j'en oublierai pas. Je sais pas, Sonia, si tu es un petit peu. Bon, si tu regardais un petit peu les vidéos, sinon, c'est pas très grave. Quand j'ai commencé mes lives, je commençais tout de suite à parler des romans. Là, quand j'ai pris une petite pause et je suis revenue, j'ai changé ça un petit peu. Avant de parler des livres, j'aimerais ça qu'on parle de tes débuts. Donc, la première question, c'est super simple. C'est l'écriture est apparue quand dans ta vie? Quand est-ce que l'amour d'écrire et de te lancer professionnellement, mettons, est apparu? En fait, il y a deux volets. L'amour de l'écriture, ça fait très longtemps, dans ce sens que déjà adolescente, j'aimais beaucoup modifier les fins de films. J'étais une fan, oui, j'étais une fan de Star Wars, voyez-vous. Vraiment une fan finie, là, capable d'aller voir les films back-à-back 2 fois de suite là, et connaître les répliques par cœur. Et j'aimais bien Luke Skywalker, donc j'aimais bien inventer d'autres fins, d'autres histoires que j'étais partie prenante de l'histoire et en amour avec Luke Skywalker. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire des petites nouvelles adolescentes. Puis, à un moment donné, je te dirais, bon, là, les études et tout, les aléas de la vie ont fait que j'ai laissé un peu tomber. J'ai écrit surtout des articles dans le domaine que je travaillais. Et c'est mes collègues de travail, à un moment donné, j'avais le goût de réécrire un peu pendant mes pauses, parce que j'étais éducatrice en garderie, et pendant mes pauses, je m'amusais à écrire. J'ai recommencé comme ça à écrire et faire lire un peu à mes collègues, tout ça. Puis c'est certains de mes collègues qui m'ont dit, ben là, Sonia, pourquoi tu l'envoies pas dans une maison d'édition? Tu sais, c'est intéressant tout ça. Et j'ai envoyé à ce moment-là, j'ai peaufiné mon histoire, j'ai envoyé à VLB, qui est une maison d'édition québécoise. Et un mois, 2 mois, 3 mois, plusieurs mois passent sans nouvelles. Et là, tout à coup, je reçois un appel téléphonique en pleine préparation de déménagement pour me dire on s'excuse, ton manuscrit était tombé derrière l'étagère et on vient de trouver. Et là, ils ont dit, là, on en prend connaissance. Ce qu'on lit à date, elle était très intéressant, tout ça. Si tu es prêt à faire des corrections et tout, on aurait un intérêt si les corrections nous vont. Puis, c'est comme ça. Donc, j'ai fait les corrections, ce qu'ils me demandaient. Puis, à partir de ce moment-là, j'ai commencé. Ça a été mon premier roman qui était Le Masque du Gerfaut, qui a été repris par les éditions Pochette chez ADA plus tard avec La Dame de Nox. Mm-hmm. Donc, elle a changé de titre et c'est comme ça. Donc, j'étais pas du pour écrire initialement. Je m'étais dit à ce moment-là, on va voir. On va essayer. Puis, lorsque ça a été publié, je me suis amusée à continuer à écrire. J'avais mes enfants, tout ça. Donc, ça m'a pris plus de temps à écrire les autres. Puis, honnêtement, au début, j'avais aucune idée que j'en ferais une carrière ultérieurement. Là. Donc, et ça, ce premier roman-là, ça date quand même de 2012. Donc, ça fait quelques années. Et c'est 2009, excuse. 2012, c'est le deuxième, mais 2009. Donc, à ce moment-là, j'avais aucune idée là, que je me mettrais à écrire à temps plein. Et ce que je fais aujourd'hui et que je suis très heureuse. Oui, mais c'est quand même une chance de ce que j'ai pu comprendre au Québec. Il n'y a pas beaucoup d'auteurs qui peuvent vivre de leur plume. Donc, c'est quand même. En fait, c'est que j'ai un conjoint. Je suis très chanceuse qui me permet d'écrire à temps plein. Au début, on s'était dit, je vais écrire parce que je vais être à la maison avec les enfants lorsqu'ils reviennent de l'école et tout ça. Puis après ça, un coup qu'ils ont été rendus au secondaire, ben là, on s'est dit, bon, gars, tant qu'à avoir investi tout ce temps-là, cette énergie-là, on va tenter l'expérience. Puis, mais c'est parce que j'ai un bon mari derrière
Québec. Parce que vivre de sa plume au Québec, là, c'est pas ouais. On pourrait dire vivre tout court au Québec, mais bon. Ça, c'est un autre dossier. Oui, c'est ça. Mais quand même, c'est très bien. Donc, tu sais, tu parlais, c'est ça, que tu écrivais comme plus par envie pendant tes pauses. Est-ce qu'au fil du temps, tu t'es créé une routine avec un petit rituel? Est-ce que tu as des heures fixes pour écrire ou c'est vraiment un peu à tous les jours ou quand l'inspiration vient? Quelle est la méthode, Sonia? Avant, c'était un peu, dès que j'ai un peu de temps, puis que j'ai de l'énergie après avoir couché les enfants. Mais aujourd'hui, j'ai plus une routine dans ce sens que là, au début, c'est vraiment les recherches, ça c'est à temps plein. Quand je tombe dans mes recherches, là, c'est du matin, après-midi, intensif. Et après ça, pour l'écriture, je te dirais que pour moi, c'est plus facile pour moi d'écrire le matin. Donc, le matin, je suis en forme, j'ai beaucoup d'idées, j'écris beaucoup. Et comme j'écris à la main, ben, l'après-midi, souvent, je retranscris. Et là, je retravaille en même temps le texte où je finalise des petites recherches, des choses comme ça, promotion pour nos romans sur Facebook et tout et tout. Mais c'est ça, c'est vraiment, ma routine, c'est vraiment l'écriture, surtout le matin. Puis l'après-midi, là, on retravaille les textes. Je sais que la question a été posée pour les gens qui la poseraient pas ou qui ne connaîtraient pas encore, qui n'auraient pas vu les posts sur Facebook. Moi, j'ai vu l'annonce sur Facebook comme quoi que tu écrivais tes manuscrits à la main et tu n'es pas la seule auteure que j'ai eu en live qui le fait. La question revient souvent. Est-ce que... ben, en fait, je suis comme mêlée dans ma question, excusez, je recommence. Effectivement, oui, probablement que ça prend plus de temps l'écrire à la main et de la retranscrire que de l'écrire directement à l'ordinateur. Je sais qu'il y a plein de raisons, mais quelle est la raison pour laquelle que tu fais de cette façon-là, que tu continues sans l'écrire directement à l'ordinateur dès le départ? Je l'ai essayé à l'ordinateur, mais je trouve que le contact est trop froid. Au même titre que quand je lis un roman, je lis un roman papier. Je ne suis pas capable de lire en numérique sur les liseuses et tout ça. Donc, quand j'écris, j'ai besoin de ce feeling-là. J'ai mes petits cahiers, j'ai mon crayon mine, c'est le même crayon mine que j'utilise depuis 11 ans. Et j'écris à la main et j'ai besoin, c'est même pas au stylo, j'ai besoin d'écrire à la main et il faut voir mes cahiers après ça parce que des fois c'est assuré, il y a des petites choses écrites en marge de page, il y a des choses écrites en 2 lignes. C'est de tout. Des fois, je vois même la misère à me comprendre, mais bon, j'y arrive à un moment donné. Mais ça, j'ai besoin de ce feeling-là d'écrire à la main. Comme ça vient plus facilement, c'est plus spontané, c'est plus... Pour moi, c'est plus chaleureux, c'est plus vivant, c'est plus humain. Quand je retravaille l'ordinateur, je fais déjà un travail de relecture. Donc, je retravaille déjà le texte de tapant à l'ordinateur. Je suis chanceuse. Au secondaire, j'ai appris mon doigté. Fait que je peux taper en lisant mon texte. Je n'ai pas besoin de surveiller mon clavier. Ce qui fait qu'après ça, quand ça va vite quand même, puis quand je relis le tout après ça, ben, c'est plus facile pour moi. Même, je réimprime le tout sur des feuilles brouillon et je relis sur les feuilles brouillon. Ça, c'est un autre travail de relecture, là, un deuxième travail de relecture que je fais. Mais j'ai essayé autrement, puis je bloque. Je suis pas capable. Chacun sa technique, chacun c'est juste c'est des questions qui reviennent. Petite parenthèse, Stéphanie qui dit le même crayon depuis 11 ans. J'ai eu exactement la même réaction. Moi, à toutes les semaines, c'est un crayon nouveau. Le dernier que j'ai, c'est le dernier que j'ai acheté. J'étais au cégep. Là, genre, mon fils vient d'avoir 5 ans. Fait que je dirais peut-être là, c'était ou même pas, je pense que c'est lui que j'ai depuis mon secondaire 5 en 2012, puis je suis encore surprise de le voir. Je suis comme, wow! Chanty, je pas de le perdre parce que je serais bien désespérée. En fait, c'est parce qu'il est vraiment, en plus, il est comme ergonomique, puis je suis habituée, c'est le même crayon que j'écris. Moi, c'est un éditeur partout, c'est comme...
Ah, je l'ai, oui, ben quand je m'en vais, si je vais en vacances ou quelque chose, puis que j'ai toujours un cahier avec moi au cas où pour prendre des notes, je l'ai toujours avec moi. Oui, c'est correct. Chantier qui pose une très bonne question. Moi, je vais la modifier un petit peu par, en fait, juste, pro, voyons, excusez, préciser. Tu disais que tu faisais des recherches. Pour les gens qui te connaissent, on va en parler un peu plus tard, tu as quand même beaucoup de romans historiques. Donc, comme tu disais, qui prennent des recherches. Est-ce que tu te fais des plans avant d'écrire tes livres, justement, compte tenu du fait que tu as beaucoup de recherches? Ou est-ce que tu as comme une mémoire phénoménale et tout va bien? En fait, le degré varie selon le type de roman que j'écris. Si je prends celui-ci, Oui. Cléopâtre, lui, j'ai pas eu le choix. Il a fallu que je fasse vraiment un plan, une ligne de temps, parce que c'est son histoire que je raconte. Donc, à ce moment-là, faut que j'ai les faits qui se suivent un après l'autre et tout ça. Donc, j'ai pas le choix à ce moment-là d'avoir un plan. Et oui, j'avais un plan très strict, qui disait dans quelle carte aller voir mes notes, parce que je prends aussi mes notes à la main. OK, c'est comme quand j'écris, mes notes à la main. Vous savez, c'est les petits cartons de couleur, là. Donc, et j'ai mes petits cartons selon les catégories dans les recherches que je fais. Tu sais. Donc, alors, pour un sujet sur bon, comment on s'habillait à cette époque-là, je vais avoir un carton sur ce qu'on mangeait, tout ça. Donc, et après ça, ben, lorsque je fais mon plan, j'écris bon sur tel carton, tel numéro. Fait que là, c'est facile pour moi de me retrouver à ce moment-là, là, quand j'écris vraiment un roman comme Cléopâtre. Lorsque je vais avec un roman qui est comme, soit que ce soit les Gardiens des Portes, exemple, ou même D'amour et de haine, celui-là, même si c'était historique, lui, puis que dans Les Gardiens des Portes, il y avait un volet historique, je te dirais que j'ai une idée gérante en gros. OK. Donc, je fais oui, beaucoup de recherches là aussi, mais je sais comment ça commence, je sais comment ça termine, j'ai une idée au milieu de ce qui va se passer. Et là, je laisse vraiment aller parce que des fois, je me suis fait jouer des tours par mes personnages. J'avais décidé telle chose et puis il s'en allait un peu partout. J'ai des personnages qui s'invitent des fois, qui ne sont pas prévus dans l'histoire, donc il faut que j'ai une certaine flexibilité. Quand j'ai écrit les romans érotiques comme ceux-là, ben là, ça, c'est du bonbon. C'est vraiment du bonbon parce que là, c'est contemporain. J'ai pas vraiment de recherche à faire, quelques-unes, là, parce que, comme dirait ma grande amie qui a dit, tu fais toujours des recherches, oui. Mais j'ai moins de recherches à faire quand même. Puis là, c'est vraiment, je vais vraiment laisser libre cours. Là. Il y a pas grand plan là, à ce moment-là. OK. Amélie, tu as posé une très bonne question. Je vais la garder en offre pour quand on va avoir terminé de parler des romans. Je vais pouvoir la poser. Donc, ça vient comme le après. Donc, juste pour que tu saches que je ne boude pas ta question, je la prends en note pour ne pas la perdre. Donc, excusez, je ne suis pas multitask à cette heure-là. OK, bon, pardon. Comme d'habitude, tout le monde, si vous avez des questions, ne gênez-vous pas. Juste pourquoi que j'oublie de le dire. Tu as quand même beaucoup de livres à ton actif. Tu as des livres qui ont été réédités, donc sur ça aussi, quand même, ça vaut la peine. Je vais te laisser en parler. Donc, je te laisse, ça, cette partie-là, je la laisse la gérer. Tu peux en parler par catégorie, par année, je te laisse vraiment y aller. La seule chose que j'aimerais savoir, c'est que quand tu vas nous décrire tes livres, de où l'idée est venue pour chaque, ben, pas nécessairement chacun d'eux, comme mettons c'est tome 1, 2, 3, 4, 5, juste l'idée. Oui, par série. C'est ça, par série, de où l'idée est arrivée et de quoi ça parle et le genre aussi, là, pour...
placer les gens qui ne connaîtraient pas. Il y a différents genres. J'aime écrire dans différents genres, que voulez-vous? C'est correct. Ça en prend, ça. Ça en prend. Alors, je vais commencer par donc cette série-là. Je m'enligne avec ma caméra. Alors, c'est le dernier, cette série-là de 4 tomes qui vient de sortir, Les Gardiens des Portes. C'est du fantastique. Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, la couverture a changé parce que c'est une réédition. Donc, initialement, c'était ADA qui les avait publiés. Et bon, maintenant, nos livres prennent une fin. Donc, j'ai été chanceuse parce que Coup d'œil, eux, ont repris la série au complet et l'ont ressorti là, cet été en pleine pandémie. Mais qu'est-ce que vous voulez? L'année 2020 est une année... Donc, c'est 4 tomes, c'est du fantastique. Les 3 premiers tomes, ils ont tous, je m'enligne, ils ont tous un sous-titre. Donc, la façon dont je l'ai fait, c'est que les 3 premiers tomes, c'est l'histoire de 3 femmes différentes, avec chacun de leurs gardiens, d'où les gardiens des portes. Les portes, ça se trouve être mes filles. Et à ce moment-là, c'est que je joue beaucoup avec les légendes, les mythes. J'aime mélanger du historique à travers ça. Il y a de l'aventure, évidemment de la passion, de la romance et tout ça. Là. À la base, mes romans, c'est de la romance, règle générale. Donc, c'est ça. et le premier, comme exemple, par exemple, le premier, ça se déroule au Québec, dans le bas du fleuve et en Gaspésie, avec les légendes du coin qui deviennent réelles. Mais réelles juste pour le personnage. Donc, elle est menacée à travers ces légendes-là. Et son gardien, c'est un métamorphe, un chef de meute. Donc, et on a aussi des loups-garous dans l'histoire. Et donc, c'est un petit peu le contexte du premier tome. Le deuxième, on est en Écosse. Et là, celui-là, il est vraiment beaucoup plus fantasy parce que là, on a le monde du petit peuple qui sont des elfes, des corrigans, des Céliques qui sont des fées, des personnages comme ça, donc magie noire, tout ça. Donc, beaucoup plus fantasy. Et là, c'est mon personnage, cette fois-ci, Alicia, elle s'en va en Écosse en voyage et on est le journée de la fête des morts. Et elle est à ce moment-là dans un sac de pierre. Et selon la croyance celtique, lorsqu'on est dans un sac de pierre, contrairement à Diana Gabaldon dans Outlander, normalement, la croyance, c'est quand on est dans un sac de pierre, on bascule dans le monde du petit peuple. Et c'est là qu'elle se retrouve dans le monde du petit peuple. Et son gardien à elle, c'est un chef de clan qui a décidé avec son clan de vivre de ce côté-là du voile pour protéger le voile qui sépare les deux mondes, qui est lui aussi druide et magie et tout ça. Donc, c'est un petit peu le contexte. Donc, on est vraiment en Écosse avec toute la culture celtique, druidique et tout ça. Le troisième tome avec Amélie, là, on est à Rome. Et elle, contrairement aux 2 autres premières filles qui n'ont aucune idée de tout ce monde magique-là et tout ça, elle est déjà à la base une chasseuse de démons. Okay. Et dans sa famille depuis longtemps, ils sont des chasseurs de démons. Et elle, à ce moment-là, elle est à Rome et tout à coup, lorsqu'elle va devant, exemple, le Colisée ou d'autres monuments à Rome, elle est devant et là, tout à coup, ça redevient tout comme à l'époque d'antan. Comme à l'époque romaine, avec les gens qui se promènent, tout ça. Puis là, flou, elle revient au moment présent et elle a beaucoup de flashbacks comme ça d'époque romaine. On voit des légendes aussi de l'époque romaine. On voit comment ça se déroulait aussi à cette époque-là. Et elle, son gardien, ben c'est, ça se trouve à être un gladiateur qui a été figé dans le temps et qui se retrouve à notre époque et qui, lui, a vendu son âme aux démons. C'est un homme qu'elle connaissait avant. J'en dis pas plus. Et dans le 4e tome, tout le monde se retrouve pour faire face à la menace qui est là, parce que c'est ça, on voit qu'il y a un fil conducteur tout le long de l'histoire et qu'il y a un lien entre les filles. Donc, et dans le 4e, ben là, c'est ça qui est le fun, c'est qu'on voit tout le monde. Puis il y a bien du monde qui disparaît aussi, puis c'est bien triste. On peut pas toutes les garder en vie. Mais non, il y en avait trop.
Petite question pour quelqu'un comme moi qui ne les aurait pas encore lus. Et oui, honte à moi, j'ai pas lu du tout. Je manque de temps. J'avais prévu de lire Cléopâtre avant notre live et je me suis fait approcher pour une lecture commune. Fait que ça a été déplacé en janvier. T'sais. Mes plans, ça marche pas. Voilà. Donc, pour les gens qui... Oui, effectivement, Stéphanie, ça a l'air bon, vraiment bon. Oui, moi, j'ai stické sur Écosse. Fait que je sais que le tome 2, je vais me cracher dedans. Mais c'est ça, pour les gens qui ne le sauraient pas, est-ce que cette série-là, il faut vraiment lire 1, 2, 3, 4 ou on peut lire, mettons, 2, 1, 3, puis après ça, lire le 4? Est-ce que c'est bien important de les lire en ordre pour suivre le fil conducteur ou les 3 premiers, on peut les lire dans l'ordre qu'on veut et retrouver les personnages dans le tome 4? En fait, le 1 et le 2, on peut les interchanger. C'est pas trop grave parce que ce sont vraiment des histoires spécifiques. Par contre, on voit lorsqu'il y a le début, parce que la même scène revient tout le temps au début des 3 premiers tomes, donc on la développe, on en apprend de plus en plus. Mais à la limite, le 1, le 2, il n'y a pas de problème, ils peuvent être changés. Mais le 3, il faut avoir lu le 1 et le 2 avant parce que elle, Amélie, commence à faire des liens. Okay. Et là, si on ne veut pas avoir des cues des autres tomes, ben, c'est mieux de lire les 1 et 2 avant. Là. Puis évidemment, le 4e, ben, là, comme tout le monde se retrouve, c'est sûr qu'il faut avoir lu les 3 autres avant. Là. Très bien, je suis contente. Pascal qui dit « Wow, ça a l'air passionnant ». Moi, je sens que ouais, je vais lire, là. Je vais acheter plein de livres. Le tome 1, à l'époque, sous la version d'ADA, il avait été un best-seller. Oh! J'ai eu beaucoup, j'ai une belle réception pour cette série-là. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que Coup d'œil l'a repris pour la ressortir, là. Fait que, en ce temps-là, c'est le fun. On tombe dans autre chose, Cléopâtre, qui lui aussi est sorti cette année. Ben, Cléopâtre, c'est pas compliqué, hein. On est à l'époque romaine, on est aussi à l'époque des l'Égypte ancienne. Donc, c'est l'histoire de Cléopâtre et de César. En fait, je parle de Cléopâtre avec sa relation avec César et non Marc-Antoine, parce que là, il aurait fallu faire un tome 2. Donc, c'est vraiment la relation de Cléopâtre avec César. Et on découvre vraiment la vie de Cléopâtre, mais de manière romancée. Donc, c'est pour ça que je disais d'entrée de jeu dans mon roman, c'est pas une bibliographie, là. Donc, c'est vraiment romancé, mais tout le contexte est réel. Donc, on voit vraiment Cléopâtre qui se débat pour garder le trône, pour pas tomber sous le joug de Rome et tout ça. Alors, les gens qui l'ont lu m'ont dit qu'ils avaient bien aimé parce que c'était une façon de découvrir cette histoire-là sans la lourdeur des livres d'histoire, des livres qu'on a dans nos cours d'histoire. Donc, et c'est de voir tout le jeu, parce qu'elle avait quand même 18 ans à l'époque. Hein, donc, quand tout ça est arrivé, sa vie est menacée par ses propres frères, par son entourage et tout, en plus de Rome qui veut s'approprier l'Égypte pour sombrer. Là. Donc, c'est vraiment de voir le tout et toute cette réalité-là à l'époque, parce que c'est assez impressionnant, parce que l'Égypte, à cette époque-là, la femme avait des droits. Et pas en Rome. Donc, il y a une confrontation aussi de culture aussi à ce niveau-là. Donc, c'est assez intéressant à voir. Fait que ça, c'est mon petit Cléopâtre qui est sorti cette année aussi. Celui-ci d'Amour et de haine, ben, je vous le présente sous ce format-là parce que la prochaine version sort en avril. Ouh! Bon, j'ai trop de dépenses encore, là. Et elle aussi va sortir chez Coup d'œil. Okay. Comme mes gardiens des portes, donc Coup d'œil a accepté de la reprendre aussi pour faire une réédition. Et d'Amour et de haine, donc ce sont les mêmes personnages qu'on suit dans les 3 tomes. Donc, on a mon conjoint qui passe en background. et dans ce roman-là, ici, ce qu'on a, c'est que Adélaïde, au début, dans le tome 1, elle est sur l'Empress of Ireland. Je ne sais pas si tu connais l'Empress of Ireland. C'est un paquebot, comme le Titanic, qui a coulé comme le Titanic. 2 ans plus tard que le Titanic. Et il a coulé dans le fleuve Saint-Laurent. À la hauteur, dans le bout
de Rimouski, tout dans cette Saint-Luce, Rimouski. Et ça a été aussi catastrophique parce qu'il a coulé en à peu près 14 minutes. Oh, quand même. Le moment d'impact qui se retrouve dans le fond du fleuve. Et on était au mois de mai. À cette hauteur-là, l'eau, elle est glaciale. Tu tombes en hypothermie assez rapidement et tu meurs assez rapidement d'hypothermie. Donc, elle est sur le bateau lorsque le naufrage a lieu. Et on voit tout le processus, on voit avant, lorsqu'elle est avec les gens, tout ça, toute la soirée et tout comment qu'elle doit s'en sortir parce que ça arrive à 1h du matin, lorsque les gens dorment. Donc, ce qui rajoute à la difficulté de ces gens-là. Et on vit, moi, je voulais que les gens vivent le naufrage. Tous les personnages, mis à part Adélaïde et sa femme de chambre, sont réels. Tous les gens qu'elle croise sur le bateau sont réels. C'est leur histoire, c'est vraiment ce qui s'est passé, aussi invraisemblable que ce soit. Donc, quand on le lit, on a ce feeling-là aussi parce que c'est comme, OK, ça s'est vraiment passé, là, tu sais, ils ont vraiment vécu ça. Donc ce volet-là de recherche, entre autres, qui était important. Et on voit tout après, donc cette femme-là, elle se retrouve sur le chemin d'un homme, Hayden, qui est un agent secret, qui est au Québec et qui, à ce moment-là, est un agent pour les British. Et il est au Québec, dans cette région-là, à ce moment-là, parce qu'il y avait des rumeurs de peut-être des sous-marins qui remonteraient le fleuve, parce qu'on est au début, la Première Guerre mondiale va éclater au même moment, quelques mois après le naufrage. Alors, lui, il est là pour vérifier ces rumeurs-là, donc il ne veut pas de femme dans sa vie, et ils se retrouvent, leur chemin se retrouve croisé, tout ça. Et tout le long des 3 romans, c'est vraiment un chassé-croisé entre les deux. C'est pour ça que ça s'appelle Roman d'amour et de haine. Il y a une attirance entre les deux qui est très puissante, mais il ne veut pas s'embarquer, il ne veut pas qu'elle connaisse un sort funeste à cause de son métier. Mais les aléas de la vie font qu'elle se retrouve toujours sur son chemin. L'oncle de cette jeune femme-là se retrouve à être le chef suprême en haut gradé d'Hayden. Donc, il se retrouve toujours dans des situations où là, parfois insoutenables. Et dans le tome 2, là, on est en Afrique. On est dans les colonies africaines. Donc Cameroun et Nigeria, tout ça. Et là, moi, j'ai déjà vécu au Cameroun, donc je lui fais vivre des choses, son amour de l'endroit, c'est ce que moi, j'ai vécu ici à cette époque-là. Et dans le tome 3, là, on se retrouve principalement en Égypte, dans le désert et tout ça. Et c'est de voir comment on se retrouve aussi dans le 3e, principalement aussi. Là, on est sur le front. Donc, on est vraiment dans les tranchées. On est vraiment dans... Elle devient garde malade, donc infirmière pour la Croix-Rouge. Et on voit vraiment l'horreur de la guerre. Et là aussi, je suis allée chercher des faits vécus, tout ça, pour qu'on vive vraiment ce qui s'est passé. Fait que c'est un petit peu, en gros, une belle romance déchirante. Je ne vous dis pas comment c'est fini. Il vécu heureux beaucoup d'enfants. On m'a dit souvent que j'aimais torturer mes personnages. Donc, avis à ceux qui ne me connaissent pas, j'aime beaucoup torturer mes personnages. Donc, c'est jamais facile. J'ai aussi... Alors, Le gardien des portes d'Amour et de haine, ce sont des romans que moi, que j'avais le goût d'écrire, que j'ai écrit. Cléopâtre, c'est une demande qu'on m'a fait parce qu'il fait partie d'un collectif qui est les grandes passions de l'histoire. Donc, on est différents auteurs qui écrivent sur un personnage. Et d'ailleurs, le roman sur lequel je fais beaucoup de recherches en ce moment, c'est pour un autre roman de ce collectif-là, mais je ne peux pas vous dire c'est qui. Donc, j'ai bien hâte de pouvoir le savoir. On va voir bientôt. Celui-là ici, Le Petit Chaperon Rouge, il fait partie du collectif des fameux contes interdits qui sont bien connus. Lui aussi, ça a été une demande qu'on m'a fait. En fait, c'est Simon qui est celui qui a parti cette collection-là. Et ce qui est assez particulier, c'est qu'on était au Salon du livre du Saguenay.
en septembre, quand il m'a approché pour me dire « Sonia, on aimerait ça avoir des femmes qui écrivent un conte interdit. » Excusez-moi, j'avais la gorge sèche. Parce que là, à date, il y en avait 4 de sorties. C'était tous des garçons qu'il y avait. Puis, il y en avait un prochain qui sortait au printemps, qui était un homme aussi. Donc, ils m'ont dit, on veut des femmes. Alors, ils m'ont approché avec Maud. Ils nous ont dit, ben, pouvez-vous nous écrire un conte interdit? Et on en a besoin dans 2 mois. 2 mois? 2 minutes, là. Parce que là, c'est un thriller horreur. J'ai jamais écrit ça de ma vie. Oui, je martyrise mes personnages, mais pas là. Et OK. J'ai dit, attends, peux-tu me donner le week-end? Je vais juste penser un petit peu. On est en plein salon. Et là, le soir même, avec mon conjoint, on est allé au restaurant, puis j'ai dit, OK, si j'embarque là-dedans, OK, j'ai 2 mois pour le faire. Pour faire mes recherches, pour trouver mon histoire, faire mes recherches, l'écrire, le corriger puis le remettre. C'est très restreint comme temps, même si c'est un petit livre. Et là, j'ai dit, bon, si je le fais, si je le fais, ce qui m'intéresse, c'est le petit chaperon rouge. J'avais un intérêt pour ce personnage-là. Et là, on s'est mis tous les deux à vérifier, à googler pendant le souper pour trouver des versions du petit chaperon rouge. Qu'est-ce qui étaient les sous-entendus dans le petit chaperon rouge et tout ça. Et on a passé une bonne soirée à souper là-dessus. Quand même! Un bon bout de temps. Tu sais, quand tu soupes, puis tu as toutes sortes d'affaires de version, tu dis OK. Et finalement, je me suis couchée, j'ai pensé à ça toute la nuit, puis je me suis levée le lendemain, puis j'ai dit Simon, OK, on y va. J'y vais avec le petit chaperon rouge. Donc, c'est les contes interdits. En fait, le principe, c'est qu'on prend un conte qui existe. Et il faut savoir qu'à la base, ces contes-là n'étaient pas les petits contes de Walt Disney non plus. Hein? Donc, c'était pas nécessairement des fins heureuses ni très jolies, mais c'était pas aussi horrifique que ça non plus. Mais bon. Et souvent, ces contes-là, à la base, à l'époque, étaient faits pour les adultes. Donc, c'était pas nécessairement pour les enfants et ça s'est transformé au fil du temps, mais c'était pour une morale qu'il y avait pour les adultes, ou les jeunes adultes, devrais-je spécifier. Et je me suis vraiment servi de la symbolique du petit chaperon rouge, de la cape rouge, et ça tournait toujours autour de la sensualité, de l'érotisme et tout ça. Et là, je me suis dit, bon, parfait, j'ai mon idée de personnage. Et le petit chaperon rouge, ben à ce moment-là, on a plusieurs éléments qui sont, tu sais, la grand-mère, la cape rouge, le loup, tout ça. Mais je l'amène comme le fait qu'elle a une vengeance à exercer une fois rendue adulte et elle se sert de son corps, de sa sensualité, de sa sexualité pour se venger. Et là, ben, les pauvres hommes, tous les hommes qui lisent mon roman, des fois, je me dis, ouf, ils doivent faire aïe, 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 aïe! Parce qu'elle s'en donne à cœur joie pour se venger. Donc, et c'est ça. Donc, c'est vraiment cette quête-là de vengeance. Et parallèlement, on a dans l'histoire Olivier, un policier, qui lui mène une enquête sur le groupe d'hommes qu'elle attaque, entre autres. Et bon, leur chemin a à se croiser, tout ça. Et je voulais emmener aussi un petit volet un petit peu surnaturel aussi, parce que je me disais, c'est un conte. Donc, mon personnage, elle est tzigane. Donc, c'est un gitan ou peu importe les synonymes qu'on donne. Et il y avait des croyances sur les défunts, l'esprit des défunts, tout ça. Alors, on a un petit peu ce volet paranormal-là d'esprit, si je peux dire, entre guillemets, dans l'histoire, qui se mélange un petit peu dans l'histoire. Puis, ben, c'est le seul qui n'a pas de romance. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, j'avais des barèmes très stricts à suivre. Mais j'étais fière de moi parce qu'après 2 mois, j'ai remis le roman et j'avais réussi à faire ce que je devais faire. Mais j'ai demandé souvent à mes bêta-lectrices, là, je suis capable d'aller plus loin là, dans la torture et tout ça. Là. Aidez-moi! Comment je peux pousser encore plus loin? Parce que, comme je disais, j'étais habituée à torturer un peu mes personnages, mais pas à ce point-là. Il faut essayer d'y penser, puis c'est pas tout le monde qui
Non, c'est ça. C'est pas une lecture pour tout le monde. Les gens qui me suivent, qui ont lu la plupart de mes romans, quand ils sont arrivés à celui-là, j'ai dit, je veux juste vous dire que c'est pas comme mes romans habituels. Donc, soyez avertis, c'est une lecture plus hard, plus gore, plus difficile. C'est très différent. Ben, ça va en ligne avec la demande. Interdit. Je suis vraiment contente de moi d'avoir réussi. C'était tout un défi. Moi, c'est dans mes projets de le relire parce que je l'ai lu à sa sortie et je ne l'ai pas relu depuis. C'est correct. Je me souviens plus trop. Je sais que je l'ai aimé parce que je les ai toutes aimées, mais je ne serais même plus capable de dire de quoi ça parle parce que ça l'a sorti quand même il y a quelques années. Oh oui, c'est ça. Juste comme. Mais c'est dans mes plannings, mais là, c'est ça. Le mois de décembre, là. Décembre, janvier, je tombe tranquille, là. Je vais me clencher pas mal plus de lecture. Good! Oui, je vois quelqu'un qui marque le petit chaperon rouge, c'est vraiment intriguant. Oui, c'est très intriguant. Très surprenant aussi à la lecture. Mais, malgré tout, les hommes qui le lisent, j'ai des bons retours à date. C'est pas super, ils m'en veulent pas trop. Bon, moi, je suis consciente que c'est de la fictique, c'est comme un peu ben, tu sais, que c'est un livre fictif, c'est pas une histoire vraie, puis c'est pas. Non, mais c'est parce que je voulais que ça soit, pour une fois, que je voulais que ce soit une femme qui fasse souffrir les hommes et qui se venge. Tu sais, souvent, c'est l'inverse. Puis là, je me suis dit, OK, vous voulez une femme qui vous écrive un conte? Parfait. Je vais me payer la traite. Puis mon personnage aussi va se payer la traite. Donc, c'est ça. C'est mon petit chaperon rouge. L'avant-dernière série, qui est La Dame de Nox, elle est plus disponible sur le marché présentement. Elle est par contre dans les bibliothèques, les choses comme ça. Elle, je suis en travail pour essayer de trouver une autre maison d'édition pour la rééditer. Reviens-moi si ça vient qu'arriver, parce que tout le monde, quand j'entends parler de Sonia Alain, me disent « Faut que tu lises La Dame de Knox ». Je suis comme « OK ». Puis là, ben, c'est ça. Mais je suis en travail. J'essaie de voir là, pour peut-être Coup d'œil. Mais là, Coup d'œil avait déjà pris 2 séries en même temps. On va essayer de voir avant comment ça marche avant d'en prendre d'autres. Mais donc, je suis en travail parce que c'est ma première série. Elle aussi, c'est une réédition. Donc, la réédition est en format poche. Le roman initial, le tome 1, c'était Le Masque du Gerfaut. Et le tome 2 et 3, c'était L'amour au temps de la guerre de 100 ans, chez les éditeurs réunis. Et là, je m'explique, c'est parce qu'à l'époque, le tome 1 était sorti chez Velbé, c'était mon premier roman. Et bon, il y a eu des petits problèmes. Souvent, ça arrive en édition. Des fois, il y a des petits problèmes, des trucs qui arrivent. Et là, à ce moment-là, les tomes 2 et 3, j'avais dû me virer vers une autre maison d'édition. Et j'avais une approche avec les éditeurs réunis. Je pensais plus que j'écrirais même à ce moment-là. Puis, bon, les éditeurs réunis m'ont donné la chance avec les tomes 2 et 3. Ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'on a besoin que tu nous le rendes indépendant du tome 1, évidemment, puisque c'est pas la même maison d'édition. Alors, j'avais remodifié le tome 2, qui venait de tome 1 pour eux autres. Donc, là, eux publiaient 2 tomes qui séparés. Et c'est vraiment là que j'ai repris le goût vraiment d'écrire et de poursuivre. Donc, un gros merci à les éditeurs réunis à ce moment-là. Et une maison d'édition, là, vraiment, qui... D'ailleurs, avec ma prochaine collection, la dernière, je vais vous montrer, c'est avec eux aussi. Mais L'amour au temps de la guerre de 100 ans, les 2 tomes sont encore disponibles chez les éditeurs réunis. Mais vous n'avez pas le tome 1. Dans le sens que l'histoire, elle est remaniée pour être lue comme ça, les 2 tomes, c'est tout seul. Mais c'est sûr que lorsque, avec les éditions Pochette, j'avais été approchée, je m'étais dit, bon, on change encore les romans pour là, les mettre les 3 ensemble. Mais là, encore là, il y a eu des modifications chez ADA et tout ça. Donc, en fait, c'était un test, les éditions Pochette, puis ça a comme pas fonctionné, les éditions Pochette qui ont laissé tomber. Puis, donc non, elle est plus disponible pour acheter.
Moi, j'en ai des exemplaires. Fait que si vous voulez l'acheter, vous pouvez me l'acheter, ça va me faire plaisir. C'est ça. J'ai beaucoup d'exemplaires. J'en ai rapatrié plusieurs, donc il n'y a pas de problème. Je dois en avoir une vingtaine de chacun des 3 tomes. Donc, si vous voulez absolument l'avoir, juste à me communiquer en privé, ça va me faire plaisir. Ils sont 10 $ chacun. Donc, je fais ma promotion, c'est 10 $ chacun. Donc, et cette série-là, c'est sûr que je l'ai retravaillée au même titre que Les Gardiens des Portes, je les ai retravaillées aussi à la réédition. Donc, La Dame de Nox aussi, je l'ai retravaillée du format initial, même que le tome 1, j'avais rajouté presque une centaine de pages. Et celui-ci, c'est une belle romance aussi. En fait, ceux qui aiment D'amour et de haine aiment La Dame de Nox et vice-versa. Donc, là aussi, c'est 2 personnages qu'on suit tout au long de l'histoire. Ça se passe à l'époque du Moyen-Âge, donc on recule assez loin, en 1300 quelques. Mais et là, il faut se mettre dans la mentalité de l'époque, c'est que les femmes n'avaient pas leur mot à dire. Les femmes servaient de moyen de monnaie d'échange. Okay? Donc, c'était ça. Sois belle, tais-toi et donne-nous des enfants. Ouais. That's it. Et donc, mon personnage, Anne, doit se marier avec un homme qui est traître à la couronne de France parce qu'on est au début de la guerre de 100 ans. On a l'Angleterre contre la France. Elle est française et de la parentèle du roi de France. Et elle doit marier un homme qui est traître à la couronne de France, qui lui appuie le roi d'Angleterre pour rembourser la dette de jeu de son père. Et cet homme-là, c'est un homme sanguinaire, guerrier, tout ça, qui lui, même s'il est français, ça ne le dérange pas d'être traître puis d'être pour les autres, donc pour le profit, tout ça. Et donc, on a cette confrontation-là comme ça qui arrive. En fait, on la voit, elle, qui doit s'adapter à cette nouvelle vie-là, qui doit s'adapter à cet homme-là, qui doit trouver comment survivre. Elle a l'entourage de cet homme-là aussi qui l'appuie, qui l'aide beaucoup. Et on se rend compte au fur et à mesure qu'il y a une raison pourquoi il est comme ça aussi. Et là, les gens me disent toujours, ben pas toujours, mais très souvent, me disent, on déteste Geoffrey, on le déteste. Puis là, après ça, on est fâché après toi parce qu'on l'aime à la fin. Puis pourtant, il détestait. On aime le tourmenter, c'est ça le problème. On voit qu'il y a une raison pourquoi. Et l'entourage de cet homme-là espère toujours, c'est pour ça qu'il aide la femme qui l'appuie, tout ça, parce qu'il espère toujours, il espère qu'elle va réussir à le ramener vers un peu plus d'humanité. Et donc, on voit vraiment dans les 3 tomes le déroulement comme ça de ce couple-là, les virements et tout ça. Dans le 2e tome, c'est elle qui va être faite prisonnière en Angleterre. Dans le 3e tome, on se retrouve même dans les harems, donc en Afrique du Nord, tout ça. Donc, on voit vraiment, on chemine vraiment dans cette réalité-là, de cette époque-là. Mais encore là, c'est un beau voyage dans le temps, mais sans la lourdeur, vraiment avec une romance avec de l'émotion. Moi, je joue beaucoup sur les émotions des personnages. Je fais beaucoup ressentir les émotions. Donc, c'est une belle histoire. Puis, si en attendant, vous la voulez, j'en ai chez moi. Sinon, ben, il va falloir attendre. Mais je travaille fort pour qu'elle puisse être publiée un jour. À go, tout le monde qui en veut, levez les mains comme moi en commentaire. Moi, je ne vois pas si les gens lèvent les mains, mais bon. Il y a un petit décalage. Fait que tu vas nous avoir parlé de ta prochaine série que ça va rentrer. C'est ça. Et la dernière, c'est celle-ci. Alors, c'est 3 tomes. On a Annabelle et Max, adultes consentants. On a Conquise. Et on a L'amante masquée. Ce que j'ai oublié de dire, La Dame de Nox, c'était mon idée aussi. Ces romans érotiques-là, parce que ce sont des romans contemporains érotiques, en fait, ce que je dois vous dire, c'est que celle-là, c'est une commande. Okay. Et justement, de les éditeurs réunis, qui m'ont appelé et qui m'ont dit, à un moment donné, pour Annabelle et Max, ils m'ont dit, bon, ben, Sonia aussi, tu es capable d'écrire de la romance. On l'a vu dans L'amour au temps de la guerre de 100 ans.
tu pourrais-tu nous écrire un roman contemporain érotique? Je fais, un petit peu. Dans le fantastique, on n'est pas dans les historiques non plus. Je vais y passer un petit peu. Parce que je veux pas, le contemporain que j'avais écrit, c'est du fantastique. Fait. Alors, là, j'ai dit, bah, OK, j'aime bien me jouer des tours moi-même. Hein. Fait que j'ai dit, OK, on va l'essayer. Et là, il y avait vraiment un plan de match spécifique. Il fallait que ce soit un couple, puis bon, avec des points spécifiques. Alors, je me suis alignée. En fait, j'aurais fait un synopsis que j'ai envoyé. Ils m'ont dit, parfait, vas-y avec ça. Et là, presque vers la fin de l'histoire, j'ai fait comme, je ne suis plus vraiment dans mon synopsis qui m'ont approuvé. C'est rough par bout. En fait, ça a pris une tournure à cause de 50 nuances degrés. En fait, j'ai eu une réaction contre 50 nuances degrés. Non, j'ai lu 50 nuances degrés, j'ai bien aimé, là, mais j'avais des filles adolescentes, voyez-vous. Mes filles, j'ai 2 filles qui étaient adolescentes, fin d'adolescence, et là, je me disais, oh mon Dieu, je veux pas que ce soit le modèle qui pense que 50 nuances degrés, c'est comme ça la relation sexuelle et que c'est beau le masochisme et compagnie et tout. Et là, j'étais en train d'écrire, voyez-vous, à Annabelle et Max. Et là, je me suis dit, oh, ils sont plus si consentants que ça, finalement, dans mon histoire. Elle était imposée. Mais bon. Et là, ça a vraiment viré que je voulais donner une image que ça peut être un jeu, un piège dangereux. Et là, je suis vraiment tombée dans l'underground. Vraiment, les risques et les dangers, que c'est pas toujours drôle, ces histoires-là et tout ça. Et bon, il y a une belle romance à travers ça aussi, là. Mais bon. Mais celui-là, je vous dirais pour un public averti aussi. Parce que celui-là, il est vraiment plus rough. Okay? Il y a certaines scènes qui sont plus rough, mais c'est la réalité crue. OK? Et Annabelle et Max, donc, c'est un beau petit couple. C'est la première fois que j'écrivais que je partais avec un couple à la base. Et en fait, c'est qu'il y a un homme pour qui notre cher petit monsieur de l'histoire, on ne le voit pas là, on voit juste elle, mais Max, c'est son patron. Et cet homme-là a des vues sur Annabelle. Et là, il les entraîne dans une spirale dangereuse. OK? Et en fait, lui, le jeu de cet homme-là, Nathan, c'est d'écarter Max pour s'approprier Annabelle, pour la rentrer, parce que c'est un groupe crépuscule très masochiste et compagnie, tu sais. Et donc, qui ont des groupes privés qui trafiquent de femmes blanches, tout ça, et là, ils veulent l'entraîner, elle, là-dedans. Donc, et on voit cette spirale-là qui s'installe, comment que l'autre, Max, est piégé, tout ça, comment que Nathan arrive à les séparer et tout ça. Et parallèlement, on a un policier, l'inspecteur de l'Allier, qui, lui, enquête sur ce groupe-là. Il a une taupe infiltrée aussi, Brian, dans ce groupe-là, qui l'aide un peu à découvrir des choses. Et on voit donc l'histoire comme ça de cette terrasse. Donc, c'est super doux, jusqu'au milieu du roman. Puis là, au milieu du roman, ouf là! Là, c'est la dégringolade. Là, pour les cœurs sensibles, c'est plus difficile. Mais bon, vous verrez si vous lisez la fin. Ça a l'air excellent, mais tu vois, moi, je pensais que c'était l'amante masquée en premier. C'est la fille qui connaît rien. Bravo, Maëlle. Lucie Bernier dit que les 2 premiers sont super bons, puis que l'amante masquée l'attend dans sa table. Donc, je suis bien. L'amante masquée, ça a aimé les 2 autres, c'est sûr. mais juste pour vous dire la petite anecdote, c'est que quand j'ai remis finalement mon manuscrit à la maison d'édition, écoutez, je leur ai dit, ça a tourné autrement, finalement. Si l'histoire a pris cette tangente-là, ben, vous n'êtes pas obligé de le prendre, finalement, si ça ne marche pas. Ils m'ont fait arrondir quelques coins, OK? En fait, arrondir dans le sens que d'être moins cru à certains, pas parce que c'était vulgaire, mais c'est parce qu'il y avait certains mots qui frappaient, mais ça frappait fort. Donc, on a comme arrondi un petit peu, puis ils l'ont pris. Fait que, pour un roman qui était commandé, c'était pas si pire. Puis là, je passais à autre chose.
Puis, 2 ans plus tard, j'ai dit, oh, j'aurais le goût d'écrire autre chose parce que là, en fait, quand j'ai écrit La Belle et Max, le fameux homme infiltré, l'agent infiltré Brian, je l'ai assez développé dans l'histoire pour me dire si ça marche, si j'aimais ça, je vais en faire un autre avec lui. Et c'est ce que j'ai fait dans Conquise. Donc, les 3 livres se lisent de façon séparée, mais si vous lisez les 3, mieux vaut les lire en ordre. À la base, il y avait 3 femmes qui avaient été, permettez l'expression, spotées par le groupe. Il y avait Annabelle, il y avait ici Amy et il y avait Ambre. Donc, c'est les 3 femmes qu'on voit un petit peu au début du tome. Et dans Conquise, ben, on voit que ce groupe-là, qu'il y a des choses qui ont survécu, parce que je ne vais pas vous compter la fin du 1, là, mais il y a des choses qui ont survécu, et il y a un homme qui repart à la chasse d'Amy. Et là, on a Brian qui lui, s'est isolé, qui ne veut pas revivre ça parce que cette infiltration-là l'a énormément changé. Écoute, c'est un groupe de masochistes et compagnie. Et à la base, ce n'est pas sa personnalité, mais il reste que c'est un homme qui est quand même dominant. Et donc, il s'est isolé dans le bois pour essayer de combattre le monstre ou le démon qui a pris naissance en lui, la noirceur, tout ça qui l'habite. Et notre fameux agent, l'inspecteur Lallier, ben, va le chercher, va le dénicher dans le bois, puis il dire, ben là, j'ai besoin que tu viennes faire une surveillance d'Amy parce qu'on suspecte qu'on essaie de la prendre dans les filets. Donc, c'est le jeu de lui qui se bat toujours contre lui-même, contre ses pulsations plus sombres, qui doit la protéger, servir de bodyguard, mais sans qu'elle le sache. Donc, c'est tout le jeu de manipulation, de mensonges, d'intrigues, tout ça. On se promène beaucoup à travers le monde. On voyage un petit peu partout dans le monde, tout ça. Puis, elle ne comprend pas ce qui arrive jusqu'au jour où elle découvre la vérité. Et là, c'est pas joli. Une femme fâchée, c'est jamais joli. Elle a quand même du caractère. Donc, c'est une femme indépendante, c'est une femme de carrière, tout ça. Fait que là, oh là, alors, ça marche plus là. Fait que donc, j'aime beaucoup cette histoire de Brian et de notre Amy. C'est assez particulier. Et j'adore aussi beaucoup La Menthe masquée. Et là, dans La Menthe masquée, ben, c'est le dernier personnage, Ambre. Parce que là, quand j'ai sorti Conquise, tout de suite, quand je l'ai remis, j'ai dit, j'aurais une autre idée pour l'autre pays. Oh, vas-y! Fait que, ils ont sorti presque back-à-back, très rapprochés les deux. Et dans La Menthe masquée, Ambre, cette fois-ci, c'est elle qui est une agente infiltrée depuis déjà quelques mois dans ce groupe-là aussi. Donc, et là, c'est elle qui manipule. Donc, c'est elle qui aide l'inspecteur Lallier à trouver les documents qu'il faut, à coincer les hommes, tout ça. Et elle a une raison, c'est que sa cousine a été attrapée par ce groupe-là et elle a été retrouvée morte sur le bord de la rue. Donc, il y a aussi cette vengeance-là. Elle se sent responsable parce que elle avait entraîné sa cousine dans une place à un moment donné, puis c'est là qu'ils ont été spotés, si vous parlez l'expression. Donc, elle se sent coupable, il y a la vengeance et tout ça. Elle n'a rien à perdre. Elle est seule dans la vie, tout ça. Donc, elle y va à fond de train. Elle n'hésite pas à user de son corps s'il le faut. Et à un moment donné, elle se retrouve sur le chemin de Joss, qui est un pilote de Formule 1, qui se trouve à être un peu en fait, l'homme qu'elle pourchasse, ça se trouve être le commanditaire de Joss. Donc, leurs chemins se croisent, tout ça. Et là, il n'hésitera pas au début à utiliser cet homme-là pour atteindre l'autre. Mais à un moment donné, il y a quelque chose qui se crée entre les deux aussi. Là, elle doit se battre contre elle, ses émotions et ce qu'elle doit faire, ce qu'elle se sent obligée de faire. Et là, ça prend de plus en plus d'intensité. C'est sûr qu'elle a 2 hommes qui sont avec elle pour l'aider, mais ça devient de plus en plus dangereux au fur et à mesure qu'on avance. Et Joss aussi, maintenant, il découvre la vérité et c'est ça. Là aussi, il arrive des affaires parce qu'il découvre la vérité. Donc, et c'est ce jeu-là, donc cette femme-là qui est forte mais fragile en même temps, qu'on s'attache.
Fait que c'est de la collection Romantica. Donc, le premier, c'était une commande, mais les deux autres, c'est moi qui a eu l'idée de les écrire. Fait que ça fait beaucoup de romans à vous parler, hein, mais... Ça fait beaucoup de livres que j'ai rachetés sur ma liste d'achat l'année prochaine. Okay, ça fait le tour pour l'instant, parce que j'en ai qui s'en viennent en 2021. Oui, ben c'était un peu les prochaines questions, dont la question d'Amélie qui avait posée un petit peu plus tôt. Sans nécessairement parler exactement de c'est quoi, parce que je sais que c'est ça, vous avez quand même certaines restrictions selon les maisons d'édition. Est-ce qu'il y a d'autres projets en cours? Et la question c'était, est-ce qu'il va y avoir un autre livre dans le même genre que Le Chaperon Rouge, sans nécessairement être un conte interdit, mais est-ce qu'il risque d'avoir un nouveau livre d'horreur? Ben là, présentement, je travaille sur un autre roman des grandes passions de l'histoire. Je ne peux pas vous dire c'est qui, mais je peux vous dire qu'il me fait rager. Par exemple, ce personnage-là. J'ai un autre que je viens juste de remettre à Les Éditeurs Réunis, qui est une romance historique. Un peu dans le style d'Amour et de haine et La Dame de Nox, sauf que là aussi, on est en 1914 et ça se déroule au Québec. Donc, à Métis-sur-Mer. Et on va voir différents événements du Québec, tout ça, qui se sont déroulés dans ces époques-là. Donc, cela, c'est comme le tome 1 de 2. Donc, okay. Je vais le remettre. Il sort à l'automne 2021. En fait, au printemps, j'ai mes 3 d'Amour et de haine, version coup d'œil qui sort. L'automne 2001, j'ai cette romance-là que je viens de remettre à Les Éditeurs Réunis. Après ça, j'ai l'autre roman, celui sur lequel je travaille, comme je vous disais, Le personnage et grande passion de l'histoire. Après ça, j'ai à écrire le tome 2 de la romance historique qui va sortir à l'automne 2001. Et après ça, j'ai été approchée pour un projet d'horreur. Oh! Mais je ne peux pas vous en dire plus parce que pour l'instant, c'est vraiment embryonnaire. Donc, mais c'est dans les plans. Alors, pour le printemps, automne 2022, quelque chose comme ça, là. Ouais, automne 2022. Si ça passe aussi vite que cette année, on s'en rend pas compte. Non, c'est ça. Mais c'est ça. Donc, il y a un autre projet. En fait, c'est ça. Je joue beaucoup entre les types de projets. Ben, c'est correct. C'était une de mes questions aussi. Ben, en fait, la question est un petit peu différente, mais c'est est-ce que tu mènes plusieurs projets de front ou c'est vraiment on termine un projet, on en fait un autre, on termine un projet, on en fait un autre, ou si tu es vraiment capable, mettons, d'écrire 2 projets en même temps selon le moment? Non, moi, il faut vraiment que je me concentre sur un projet à la fois. J'écris le roman, je fais mes recherches, je l'écris, je le termine, je mets le switch off. Je repars l'autre projet. Par contre, quand je sais d'avance ce qui s'en vient, ça mijote, veut pas, derrière la tête. Maintenant, j'aurai une petite idée, je vais l'écrire sur un papier, quelque chose comme ça. Mais j'essaie vraiment de me concentrer sur le roman que j'écris. Je ne pourrais pas écrire en 2 en même temps. Ce qui va arriver, c'est que je peux avoir des corrections à faire, comme là, d'Amour et de haine, qui va sortir au printemps. Ben, il y a une correctrice qui repasse au travers de coup d'œil. Donc, oui, je vais avoir à vérifier les corrections de la correctrice, si j'accepte ou non, si tout est correct, à travers mon écriture que je fais. Mais ça, c'est le max que je peux faire de mélange. Sinon, écrire de romans en même temps, je ne serais pas capable parce que je suis trop concentrée. Je suis vraiment... Quand je suis dans ma bulle d'écriture, je suis comme dans un autre monde quand j'écris. Fait que je ne peux pas sortir d'endroit ou de niveau ou whatever. Mais non, c'est ça, c'est un à la fois. Ben, c'est correct, mon Dieu. Pardon. Je bouge des choses sans le vouloir. Tu nous as parlé de tous tes romans. Quelqu'un qui ne t'aurait jamais lu encore, qui ne connaîtrait pas tes livres du tout. Je sais que c'est une question cruelle. Je sais très bien. Avec lequel de tes livres il devrait te découvrir? Lequel que tu mettrais d'avant, te dire, OK, celui-là, ça serait comme lui vers lequel que pour découvrir ma plume, j'enlignerais les gens.
c'est difficile parce que c'est tous des genres différents. Si j'écrivais dans le même genre, ça serait facile. En fait, si vous aimez le historique, moi, mon coup de cœur, c'est vraiment D'amour et de haine. Ça, j'ai un coup de cœur pour ce livre-là, pour le historique. Mais c'est ça, ça dépasse. Si vous aimez les gens, il y en a qui aiment juste le fantastique, qui n'aiment pas les historiques, il y en a qui aiment l'érotique, qui n'aiment pas les autres choses. Dans mes 3 érotiques, mon préféré, vraiment, 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 c'est La Menthe masquée. J'adore ce dernier tome-là. Mais si je regarde dans les Gardiens des Pas pour le fantastique, j'ai un coup de cœur pour le premier. Marcus, j'ai bien des lectrices, mon métamorphe, là, qui il fatigue un petit peu. Donc, j'aime bien celui-là. J'aime bien ces tourments du passé parce que c'est 3 gardiens tourmentés. Fait que c'est ça, tout dépend. Ouais. Shanti qui pose une très bonne question, qui demande combien de temps est-ce que ça prend faire les recherches versus le temps d'écriture? Écoutez, le premier que j'ai écrit, ça m'a pris 5 ans. Ça va donner une idée. Maintenant, je prends 6 mois, normalement, à moins qu'on me cale 2 mois, là. Mais sinon, ça me prend 6 mois. Je vous dirais, les recherches, ceux de Les Grandes Passions de l'Histoire, c'est beaucoup de recherches. Je vous dirais, c'est presque un mois de recherche. Parce que c'est un personnage spécifique. Puis, et mon Dieu, j'ai beau lire des livres, faire des recherches sur le web et tout ça. Souvent, j'ai des éléments contradictoires dans ce que je découvre. Sinon, un roman normal, je vous dirais, c'est un bon 3 mois de recherche, là. Mais c'est que moi, les recherches, j'en fais souvent, ben j'en fais tout le temps même, pour être honnête. Tout le temps plus que pas assez. Bon. En fait, j'aime pas quand j'écris, arriver puis faire comme ah, c'est quoi qu'il y avait à cette époque-là? Donc, être en train d'écrire une lettre, OK, c'était-tu un crayon mine? Existait-tu à cette époque-là? C'était-tu encore une plume? J'haïs ça, parce que ça me freine dans mon inspiration. Donc, j'essaie de faire toutes les recherches possibles, tous les volets de recherche possibles avant. Puis, c'est jamais perdu parce qu'il y a des recherches que j'ai faites par le passé que là, j'ai utilisées dans celui que je viens de remettre. Donc, c'est jamais perdu à la base. Puis, c'est vraiment moi, les recherches, c'est vraiment ce qui me nourrit pour l'écriture. Puis, sinon, après ça, ça me prend un bon 5 mois pour écrire le roman, le retravailler, le faire lire par mes bêta-lectrices, le retravailler une dernière fois, puis l'envoyer. Mais c'est écrire à temps plein. Ce serait pas pareil si j'avais un autre travail, c'est sûr, des enfants ou ça serait différent. Mais quand même, c'est quand même un bon temps. C'est comme des recherches, j'avoue que ça doit prendre du temps. Donc, Shanti, j'espère que ça a bien répondu à ta question. Pour être sûre. Tantôt, on parlait du chaperon rouge. On parlait que c'est ça, les contes à la base ont été faits pour passer une certaine morale, une certaine histoire, sans nécessairement être dans le conte. Est-ce que dans tes livres à toi, tu essaies de faire passer, pas nécessairement des gros messages subliminaux, mais tu sais, essayer de, mettons, tu sais, comme tu disais, tu sais, j'ai des femmes fortes. Est-ce que, ou ça peut être involontaire aussi, essayer de faire passer certains messages, n'importe quel, dans tes livres? Oui, ben moi, j'aime bâtir des femmes fortes. Donc, ce ne sont pas les demoiselles en détresse qui attendent le chevalier qui vient les sauver. Non, j'aime, parce que souvent, des fois, on se dit, des romances, c'est salaud et tout ça. Non, j'aime avoir des personnages forts. J'aime faire sentir le vécu. Je veux passer souvent, il y a des gens qui m'ont dit, après avoir lu mes romans, ton personnage féminin m'a aidé à passer à travers des épreuves, me donner un coup de pouce pour me dire, je peux y arriver aussi. Puis pour moi, ça, c'est important. Parce que c'est ce que je veux à la base. Moi, je veux que mes personnages féminins soient forts
oui, ils vont souffrir. Oui, la vie ne sera pas facile. Oui, il y a des fois qu'ils vont être presque à terre, mais elles vont toujours tenter tout ce qui est possible pour se relever et de façon réelle. Tu sais, c'est pas illogique, mais de façon réelle. Et tu vois, moi, dans Cléopâtre, c'est ce qui m'avait fasciné, comment cette femme-là combattait tout ça. Et pour moi, c'est ça. Alors, je dirais. Et aussi, pour mes personnages masculins, moi, je suis une inconditionnelle romantique, même à mon âge. Et pour moi, c'est important la noblesse d'âme de ces hommes-là. Donc, peu importe le passé sombre qu'ils ont, même si c'est des beaux salauds au début, pour certains romans et tout, pour moi, le message que je veux passer, c'est qu'un homme est supposé respecter les femmes, est supposé pas les traiter comme des petites choses fragiles, mais les traiter d'égal à égal, mais de les prendre en considération. Et moi, mes hommes, c'est la force de mes personnages masculins. C'est qu'à quelque part, ils ont cette noblesse d'âme-là qui est là. Et c'est de voir les sacrifices, tout ça. Alors, c'est un petit peu les messages et que l'amour réel, l'amour profond, c'est possible. Donc, ça se fait pas ça comme ça. Il arrive des embûches, il faut passer au travers et on est plus fort encore. Moi, ça fait 30 ans que je suis mariée et toujours aussi amoureuse. Donc, oui, il y a des embûches dans la vie. Alors, oui, mes personnages ont des embûches, mais on lâche pas la première difficulté. On persiste et on trouve la solution. Et c'est vraiment c'est ce qu'on retrouve pas mal dans mes personnages féminins et masculins là, dans le roman. Peu importe les époques. J'ai Riley et Stéphanie qui disent qu'elles doivent se procurer Cléopâtre. Donc, juste pour vous narguer un petit peu les filles, moi, je l'ai. Je suis méchante, voilà. mais non, mais il a l'air très bon. J'ai vraiment hâte au mois de janvier en lecture commune là, de me plonger. J'étais supposée lire Napoléon aussi de François. Puis finalement, c'est la même chose. Ben là, tu veux-tu lire avec moi en janvier? Ben, OK. Déteste janvier. Donc, bon, elle est en train de planifier une dépense de cadeaux mutuels. Ça va paraître ni vu ni connu. Je réponds à Sandra, bien oui, puis Sandra, ça va me faire plaisir. Juste à m'inviter. Ça va me faire plaisir. Bon, je regarde parce que ça, souvent, mes questions sont comme pas en ordre et vous répondez par vous-même. Donc, il faut que je fasse des fois le tri. Je suis pas mal dans mes dernières questions, en fait. Donc, tout le monde, si vous en avez, posez-les, gênez-vous pas. Parce qu'après ça, quand j'aurai fini. Voilà. C'est plus des questions au niveau de ta lecture personnelle maintenant. Donc, au niveau de ce que tu lis. Première question. Ah! Bon, voilà. Shanti, très bonne question. Avez-vous une période historique que vous rêvez d'écrire, que vous n'avez pas encore approchée? Une période. En fait, moi, dans l'histoire, j'ai toujours été fascinée, par l'époque romaine, par l'Égypte ancienne, les Moyen-Âge. Donc, j'ai déjà, oui, écrit là-dedans, mais j'aurais le goût de réécrire aussi dans ces époques-là. Là. Moi, les époques, tout le monde, je lance un cue vite comme ça parce que je découvre plein de lecture. Si jamais vous connaissez des livres qui se passent dans le temps, je pense que c'est les années, je m'excuse pour les années, je me vois, les années 50, années 60, tu sais, de style Grace, là. Oui. Moi, c'est comme genre l'époque là, que je suis comme, j'aurais aimé vivre là, là. Fait que si vous avez des livres que vous connaissez comme ça, voilà, petite parenthèse. Riley qui parle, époque romaine, oui, effectivement. Oui, c'est parce que ce sont des époques fascinantes, hein, que ce soit le Moyen-Âge ou que ce soit l'époque romaine ou l'Égypte ancienne. Quand on se met à faire des recherches là-dessus puis tout ça, ben moi, ça m'a toujours fasciné ces époques-là. Donc, faire des recherches plus approfondies, je suis comme yes, j'aime ça. Mais tu vois, il y en a d'autres comme les Mayas, des choses comme ça. J'ai pas d'intérêt mais ces trois époques-là, j'adore écrire dans ces époques-là. J'aime la mentalité.
On peut écrire plein de choses là-dessus. C'est vraiment très intéressant. Puis, on voit la passion, là. Les gladiateurs, hein, oui. Oui. Aux gladiateurs, justement, dans le tome 3 de Les Gardiens des Portes, mon Logan. Donc, c'est ça. Puis tu vois, ce qui est le fun aussi, c'est que, et c'est ça dans les grandes passions de l'histoire, c'est ça qui est le fun, c'est que je peux aller chercher des personnages dans ces époques-là qui m'intéressent. Puis ce qui est le fun aussi parallèlement, c'est qu'avec les éditeurs unis, les romances que j'écris historiques, ben là, on doit être au Québec. Donc là, ça me fait me chercher aussi des choses qui se sont passées au Québec découvrir. Puis dans celui-là que je viens d'envoyer, justement, qui va être publié à l'automne prochain, j'ai découvert des choses qui s'étaient passées que j'ignorais, tu sais, au même titre que des gens ignoraient qu'il y avait eu un bateau, l'Empress of Ireland, qui avait coulé dans le fleuve, tu sais. Fait que c'est le fun aussi. Je confirme. Ouais, toi, c'est ça. Dans les salons du livre, c'est effrayant le nombre de personnes. En général, les gens n'avaient aucune idée de ce naufrage-là. Puis il y a même un musée de l'Empress of Ireland à Pointe-aux-Trembles, à côté de Rimouski, juste sur l'Empress of Ireland. Je pense que, c'est mon opinion personnelle, là. Autant que j'adore apprendre l'histoire de cette façon-là, ou tu sais, que ce soit en jeu vidéo ou en film, c'est merveilleux. Je pense que, tu sais, comme tu disais aussi, c'est que les gens se sont connus avec ça. L'apprendre l'histoire à l'école, là. Non, c'est pas la même chose. Je pense qu'on est beaucoup à faire comme, OK, ça m'intéresse pas, je veux rien savoir, puis de pas avoir envie de continuer les recherches par après. Fait que, tu sais, même au niveau du Québec, je veux dire, je reste ici, je suis née ici, je viens d'ici, puis j'en ai aucune idée, puis j'ai pas j'ai comme pas l'envie d'y aller. Pourquoi? Parce que j'en ai entendu parler quand j'étais au secondaire. Ouais. Au secondaire. Puis je suis juste comme, non, mais c'était nul! Non, mais je me suis fait dire quelquefois, on aurait aimé ça t'avoir comme prof d'histoire. Mais je t'invite à découvrir l'Empress of Ireland en avril avec la réédition d'Amour et de haine. C'est une belle façon de découvrir avec beaucoup d'émotion et d'intensité. Écoute, moi, je fais comme ça. Là. Moi, je lis un livre, puis j'ai un auteur, puis un coup, j'ai commencé à acheter les livres, je les achète toutes. Fait que, on se passe pas la tête. Ça va finir, ils vont tous rentrer dans ma bibliothèque. Fait que, voilà. Là, je vais juste regarder les questions. Le naufrage que je connais, c'est Titanic, c'est ça. Exactement, moi aussi. Bon, OK, je sais qu'il y en a eu d'autres au cours de l'histoire, mais le plus connu, évidemment. Chanty qui demande, avez-vous eu de la difficulté à publier vos romans historiques qui ne se passent pas au Québec? Ben, non. dans ce sens que c'est... En fait, quand on met le pied dans l'engrenage, c'est le premier roman qui est difficile à passer. C'est vraiment le premier roman qui est très, très, très difficile à faire publier. Moi, j'ai été chanceuse parce qu'il avait tombé derrière une étagère, donc il y avait un petit focus dessus. Donc, il était dû pour tomber derrière. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après ça, quand on a sorti le premier, un deuxième, un troisième, ça devient plus facile après ça, parce que, en fait, les éditeurs, ils connaissent notre façon d'écrire, ils ont vu la réaction des gens à nos livres. On les ont lus aussi. Et ce qui devient le fun après ça, c'est que au début, il faut que tu écrives ton roman, que tu envoies plein de maisons d'édition, que tu croises les doigts pour qu'une maison te dise oui. Écoutez, des lettres de refus pour mon premier roman, j'en ai eu plusieurs. Je me suis repris à 3 fois avant de pouvoir enfin être publié chez BLB. Youpi! Mais maintenant, ce qui est intéressant, c'est que j'ai une bonne idée aussi de ce qui est aimé par mes lecteurs aussi. Je sais comment j'écris, ce que j'aime écrire, tout ça. Fait que maintenant, ce qui est le fun, c'est que j'ai pu écrire le roman avant de le présenter à la maison d'édition. Maintenant, c'est rendu beaucoup plus facile. Je présente, règle générale, des synopsis de 3 pages ou une idée même d'une page. Puis là, à ce moment-là, mes éditeurs me connaissent assez pour accepter
là-dessus, où je me fais approcher pour des projets. J'en ai eu quelques-uns, j'en ai eu 3 comme ça, là, qu'on m'a approché pour des projets. Donc, c'est sûr que c'est plus facile après 15 romans, tu sais. Pas, là. Mais oui, le premier, ça a été très difficile. Puis, il suffit après ça de savoir lesquelles, mais tu sais, c'est pour ça que je suis dans différentes maisons aussi, parce que il y en a qui ne publient pas du fantastique, il y en a qui en publient, il y en a que c'est du historique québécois, il y en a qui c'est du historique international, si on peut dire. Donc, mais il y a beaucoup d'auteurs au Québec qui ont beaucoup de maisons d'édition. Bon, les gens qui me suivent le savent un peu. Je lis beaucoup de Magali Laurent. Mais Magali Laurent chez De Mortagne, aussi chez Bayard, si je me trompe pas. Il y a Mathieu Fortin qui est ADA, il est chez Crypto, il est plein Jonathan Renaud. Fait que, il y a beaucoup d'auteurs parce que c'est ça, il y a voilà. C'est comme, mettons. Tu sais, quand tu écris dans un même genre, le même style, tu n'as pas besoin de changer de maison d'édition, là, tu sais, puis dans une maison d'édition, pour répondre à la question qui va publier exemple du historique, ben, tu fournis toujours du historique, tu es sûr que ça va bien aller, tu sais. Mais quand, comme moi ou comme d'autres, ceux que tu t'as nommés, qui font, tu sais, les autres, il y en a qui vont faire du jeunesse, un petit peu d'adulte, tout ça. Fait que quand tu es un auteur qui est plus polyvalent dans le sens qui se promène dans les genres, ben à ce moment-là, tu n'as pas vraiment le choix parce que tu as peu de maisons d'édition qui vont faire le style que tu veux écrire, exemple. Donc, fait que, tu t'en vas pas dans 10 maisons d'édition non plus, là, mais moi, c'est parce que j'aime écrire ce que j'aime lire. J'aime lire autant du fantastique que du historique. Puis bon, j'ai découvert un peu les érotiques aussi, tout ça. Fait que j'écris ce que j'aime lire. Donc, puis c'est ça. J'y vais selon les styles. J'irai pas présenter un livre fantastique à une maison d'édition qui publie juste du historique parce que ça marchera pas. C'est un petit peu pour répondre à la question, c'est ça. C'est sûr que pour moi, maintenant, c'est plus facile parce que, bon, on connaît, mes maisons d'édition connaissent mon style, tout ça. Donc, et puis je présente des idées en fonction, tu sais, des idées, on a encore, ça fourmille dans la tête. Donc, c'est pas ce qui manque. Donc, tu présentes les idées en fonction des maisons d'édition, puisque tu as le goût d'écrire sur le moment, puis c'est comme ça que j'y vais. Voilà. Parce que ça arrive aussi qu'il y a quand même des manuscrits qui sont pas acceptés même après 15 romans. J'ai des auteurs qui l'ont dit aussi, donc ça peut quand même arriver. On souhaite tous que, non, les auteurs souhaitent tous que non, évidemment, mais ça arrive, ça fait partie de ça. Même moi, tu vois, les gardiens des portes, je m'étais essayée en France chez Milady, puis à l'époque, ça n'avait pas passé, puis ça a super bien rentré chez ADA, tu sais, fait que tout dépend. Tout dépend. Tu vois, d'Amour et de haine, le Thomas, ici, ça a super bien fonctionné. Les éditions Coup d'œil l'ont repris pour les rééditions, mais il y a une maison d'édition qui l'avait acheté, le Thomas, pour le publier en France, puis ça n'a pas fonctionné. Tu sais, fait que tout est relatif, là. Pour répondre vite à la question de Sandra, qui voulait savoir si tu allais retourner dans le style plus dark ou interdit ou écrire de l'horreur, Sandra a comme coupé, elle a été là au début, pas là au milieu et est revenue, fait qu'elle a raté. Sandra disait tantôt qu'elle a un projet, pas tout de suite, mais plus tard pour de l'horreur. Tu t'es approché, hein? Oui, ben c'est ça. On m'a proposé, il y a un projet qui est en train de se monter, que je ne peux pas dévoiler, mais si ça fonctionne, ça va être pour 2022. Donc, on est dans le peut-être que. Donc, voilà. C'est déjà mieux que non. Non, c'est ça. Il y a des fortes chances. On croise les doigts. Donc, dans mes dernières questions, ce que je voulais dire tantôt, je parlais, là, on allait commencer au niveau de tes lectures à toi, de ce que tu lis dans la vie. Dans tout ce que tu as lu jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'il y a un livre que tu as lu et que tu t'es dit, oh mon Dieu, j'aurais aimé ça avoir écrit ce livre-là? Je m'étais préparée. J'avais vu les autres lives.
Ah, En fait, j'ai hésité entre deux. J'ai hésité entre Angélique et celui-là. Donc, Marion Zimmer Bradley, c'est une auteure de fantastique qui est décédée malheureusement, mais qui est une des précurseurs de fantastique. Et j'ai tout dévoré ce qu'elle a écrit. Elle en a écrit plusieurs. Et les Dames du Lac, ça avait été très populaire lorsque c'est sorti à l'époque. Euh, et c'est ça. Elle, c'est vraiment comme j'aime écrire et que j'aurais aimé écrire ça. Parce que c'est vraiment super bien écrit, c'est super songé. C'est avec la Dame d'Avalon, le roi Arthur, tout ça. Et elle joue beaucoup avec les mythes aussi, les légendes, tout ça. L'Atlantide, tout ça. Donc, c'est un roman c'est un auteur que j'ai commencé à lire quand j'étais adolescente, donc ça fait déjà longtemps que je la lis. Puis, oui, et c'est pour ça que lorsque je me suis lancée dans le fantastique, je me suis dit, bon, ben, moi aussi, je me lance, je m'essaie. Puis, c'est elle qui m'avait inspirée au même titre qu'Anne Gollon pour la série Angélique m'avait inspirée pour mon historique. Là. oh, ben, je l'ai pris en note. J'ai cru, je crois que Shanti connaît le livre. Oui, Donc, les Dames du Lac, oui, mais c'est ça, elle en a écrit plusieurs, puis ils sont tous très bons. Là. Les Dames du Lac, il y a 2 tomes, mais il y a plein d'autres romans dans ces genres-là. Puis sinon, deuxième choix, si vous aimez, parce que j'ai vraiment hésité entre les deux, là, Anne Gollon, la série Angélique, là, ben, c'est elle qui m'a inspirée pour mon premier roman à l'époque, Le Masque du Gerfaut. C'est pour ça que mon personnage s'appelle Geoffrey. Parce que dans son roman, il y avait Geoffrey de Perrac. Et j'ai toujours capoté. Il y a encore la série Angélique aujourd'hui qui existe en film, puis je réécoute et réécoute et réécoute. Je ne connais pas encore, mais c'est pas grave. ah, ben, c'est correct, hein? Chacun a ses. Mais c'est ça. J'ai Geoffrey, le Geoffrey dans mon roman est inspiré de l'époque. C'est bon à savoir. On peut se faire. Pour ceux qui ont les livres, ils peuvent se faire des images. Ceux qui connaissent Angélique, là, c'est plus de mon époque. Peut-être pas les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent pas, mais. Moi, je connais pas grand-chose. Mais c'est une bonne série. Ça a été réédité souvent, dans les J'ai lu, tout ça, là, ça a été, il y a eu je ne sais pas combien de versions, il y a eu, je pense, 4-5 films, il y a eu, le premier film a été refait aussi, donc. Quand même. C'est une série dans les J'ai lu à l'époque, j'avais comme 13 livres. Là. Je me note, je vais peut-être écouter le film. Ouais, ça aussi, c'est très bon. Je sais que les livres sont toujours meilleurs que les films. Écoute la première version de film. Même si c'est vieux, là, c'est celle-là qui est la meilleure. C'est souvent le cas. Ouais. Présentement, ben, en fait, je n'ai pas posé la question tantôt, mais ça c'est trop aussi, mais quand tu écris, est-ce que tu lis en même temps ou c'est vraiment tu mets la lecture sur pause pendant l'écriture et quand tu termines un projet, tu te permets, mettons, une petite pause de lecture et après ça, on repart à autre chose? J'ai besoin de les lire. J'ai besoin de lire à tous les jours. Même quand je fais les recherches, même quand j'écris, j'ai tellement de livres en bas, mon chum est découragé, mais bon. Il se demande pourquoi j'en écris encore, même si j'ai une palle de livres. Ah, parce qu'il y a un coup qui est plus publié, après ça, je vais être sûre de toutes les avoir. Ma décision préférée, ouais, mais si je ne l'ai pas, celle-là. Oui, c'est ça. Oh, non, c'est allé à bon, lui. Fait que, mais bon, il a fait ça après 30 ans, il s'est habitué, là. Mais, et puis moi, c'est précieux. J'ai encore la plupart de mes livres, j'ai encore des livres, ben, comme ceux-là de La Dame du Lac, c'est de l'époque de mon adolescence chez Québec Loisirs que j'avais acheté. J'aime trop lire. Moi, lire, c'est m'évader, c'est avoir des petites palpitations dans le cœur aussi, des petits frissons, tu sais, de ne pas être capable de lâcher un livre. J'ai besoin de ça parce que je dévore les romans. Donc, oui, il faut que je continue à lire même si j'écris.
Puis à ce temps, mon style est assez affermi. Je suis assez sûre de mon écriture que j'ai pas nécessairement de crainte, tu sais, d'avoir des thèmes qui me, tu sais, d'être influencée ou quoi que ce soit. Quand je lis pour m'évader. Puis quand j'écris, ben j'écris pour permettre aux autres de s'évader. Voilà, exactement. On a besoin de ça. Et quand j'ai des lectrices qui me disent « Ah, Sonia, j'ai pleuré en lisant ce passage-là », je dis « Yes! » Moi, j'écoutais beaucoup de livres. Beaucoup de livres, ouais. J'écoutais beaucoup de films d'amour avant. Tu sais, fin adolescence, début fin adulte, là. J'étais comme l'amour fini, puis en tout cas. Et éventuellement, on vieillit. Fait que, tu sais, j'étais un peu le cliché de bon, OK, moi, je pensais que j'allais perdre l'homme de ma vie, fait que je craignais plus ça. Moi, j'allais jamais, tu sais. J'ai comme tout, bon, je suis plus ça. Moi, là, je me suis revirée totalement horreur, science-fiction. Je boudais les films d'amour. Mais, tu sais, pourtant, il y a certains films qui sont restés, puis je le sais que quand je les écoute, je pleure encore, même si j'ai vu le film. Puis, cette année, quand j'ai recommencé à lire, j'avais beaucoup d'horreur et de science-fiction. J'ai un peu policier. Et là, j'ai recommencé à me garnir de autre chose. J'ai été longtemps à bouder la romance. En me disant, non, non, j'aimerais pas ça, j'aimerais pas ça. Et j'ai découvert L'usine rousse. Oh mon Dieu. J'ai lu Le Boys Love et j'ai lu Elle, je pleurais. Oh non! C'était minuit et demi, j'étais toute seule en haut, en lit, en pyjama, puis je lisais, puis j'étais pas capable de finir, puis j'étais comme les grosses larmes, je voyais rien, puis j'étais comme non, je pleure dans mon lit, je peux pas. J'étais bon, c'est fini. Finalement, je finis cette romantique. Mais pour nous, c'est ça notre gâterie, tu comprends? Pour nous, de voir la réaction des lecteurs quand ils le lisent, quand ils viennent nous le dire, pour nous, c'est super important parce que moi, je sais que quand j'écris, je veux provoquer des réactions chez le lecteur. Je veux pas juste que tu sais, puis que tu t'endormes, tu sais. Je veux provoquer des réactions. Puis pour un auteur de savoir ce genre de commentaires-là, comme tu viens de faire, c'est génial parce que c'est vraiment ce qui nous nourrit, puis c'est vraiment notre gâteau, si on peut dire, notre gâterie. Fait que c'est ça. C'est pour ça que je continue à lire aussi, parce que je veux ça aussi comme émotion Mais tu vois, j'étais en train de me dire que j'avais pas assez de romances dans mes bibliothèques. Fait que je sais quoi aller acheter. Écoute, encore aujourd'hui, dans la période des fêtes, j'aime encore écouter les petits films de Noël d'Hallmark, tu sais, pour te donner une idée. Mais. Dis-moi que c'est ça, la 2 semaines. J'ai pas mis 20 films de Noël dans ma liste Netflix. Je n'ai pas fait ça. Non. Non, mais on a besoin de cette magie-là, on a besoin de cette douceur-là, surtout ces temps-ci, c'est encore plus vital, là. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien de lire comme ça, puis d'avoir ces émotions-là, ou de voir des films avec ces émotions-là, puis on a le droit de pleurer, c'est correct. Oui. Je réécoute quand même. Mon film, que c'est vraiment, c'est La maison près du lac avec Sandra Bullock et Ken Reeves. Puis, je le sais comment ça finit, là. Je le sais, là. Mais à toutes les fois, je suis comme, vas-y, vas-y. Je le sais comment ça finit, mais je suis comme incapable. Tout le long, je pleure. On dirait que là, quand ça arrive, je suis comme, tu sais, Marie, tu l'écoutes comme 15 fois par année, là. Tu sais, je m'endors dessus tellement que je l'écoute puis je le réécoute. Mais c'est tellement à toutes les fois, là. Tu sais, je pars puis je suis comme, tu sais, je me retiens ça puis il va, comme si la fin allait changer. Ça allait changer. On dirait que j'espère qu'elle changera pas comme par magie. Non, c'est ça. Mais voilà. Non, c'est pour ça que la romance, ça reste à travers. Tu sais, il y a des styles de littérature qui vont, tu sais, mener la science-fiction, c'était super populaire, ça a plus retombé, tout ça. Mais la romance, ça reste parce que souvent, c'est ce qui mène le monde. Tu sais, je veux dire, c'est une émotion, c'est quelque chose qui peut te transporter ou qui peut te faire de la peine ou qui peut te faire rire ou tu passes par toutes sortes de gammes d'émotions, tu sais, puis même moi, quand j'écris, je me rappelle dans le tome 3 de la Dame de Nox,
un bout où j'écrivais, puis j'avais des larmes qui voulaient pas. Je me disais, oh non, je suis en train de faire mourir ce personnage-là. Non! Puis le roman que je viens de remettre à Les Éditeurs Réunis, j'ai eu vraiment des cas de conscience parce qu'un personnage faisait mourir, puis j'étais comme, oh non, je peux pas y faire ça. Puis là, mon conjoint me disait, Sonia, c'est parce que lui, il est très cartésien, tu sais, c'est quand même blanc, tu sais. Pourquoi tu t'en fais pour un personnage imaginaire? Mon chum aussi, des fois, je lis un. Moi, je lis pas en tout, là. Puis des fois, il me regarde, puis ça va dessus. Non, pourquoi? J'ai de la peine. Mais c'est ça dans mon livre, là. Puis je dis, il est comme, OK. Laisse-moi, tu comprends pas. Non, t'es embarqué dans l'histoire. Moi, là, j'ai de la peine, ça fonctionne pas. Il peut pas arriver ça, puis il est juste comme, OK. Laisse faire, je vais retourner lire votre temps. Je vais retourner me déprimer tout seul dans ma lecture. Mais ce qui est le fun, c'est que maintenant, c'est que la romance, il y en a beaucoup. Tu sais, c'est pas juste. À l'époque, il y a beaucoup de gens qui bloquaient sur le mot romance, un peu comme sur le mot horreur, parce que c'était comme la romance, tu sais, qui était les. Voyons, comment on appelait ça, les harlequins, là, tu sais, la romance, parce que c'était comme ça dégouline de ça. Puis, non, c'est ça. Il y a des romances qui sont drôles, il y a des romances historiques, il y en a plein, il y en a pour tous les goûts. Tu sais, il y a des gens qui tripent sur la chick-lit, qui en est en tant que tel un peu de la romance, puis il y en a d'autres comme moi. Moi, la chick-lit, je vais la trier. La chick-lit qui va avoir un sens de l'humour dedans, je vais trouver ça drôle. La chick-lit qui est vraiment une romance qui dégouline, je vais être moins portée parce que il n'y a pas autre chose dedans. Tu sais, ça ne m'apporte pas un autre sentiment comme c'est drôle ou. Mais c'est ça, c'est qu'il y en a plein. C'est correct parce que ça, il y a plusieurs goûts. Fait que c'est ça qui est le fun, c'est qu'on a une éventail énorme, mais pour tous les goûts, puis tout le monde est capable de trouver quelque chose qu'il aime, puis de dire non, je lis pas de la romance, mais finalement de le lire puis de broyer en coin, caché. Tu sais, cataloguer la romance, mais les gens, c'est ça, souvent il y en a qui avaient comme ça qui hésitaient à dire ah, Sonia, la romance, bon, ça me tente pas trop de lire les livres, mais c'est parce que c'est pas que ça. Non, c'est ça. Justement, tu sais, dans mes romans, tu vas avoir du suspense, tu as de l'action, tu as des bouts comme ça, oh my God, puis il y a des bouts, tu viens de dire, oh là là, tu sais, t'as de tout, là, tu sais, moi, quand j'écris, je veux qu'on accroche tout de suite au début, le plus possible. Puis moi, quand on me dit, ben j'ai tourné une page comme ça parce que je t'ai pris dans l'histoire, ben oui, une romance, ça peut être prenant aussi. Puis c'est ça qui est le fun, c'est de doser tout ça, de tout mettre ça. C'est pour ça que, oui, à la base, c'est de la romance, mais c'est pour ça qu'il y a j'en ai dans du fantastique, comme tu dis, il y a différents genres, j'en ai dans du érotique, j'en ai dans du historique, j'en ai. Bon, le seul qu'il n'y en a pas, c'est le chaperon rouge, là, mais c'est difficile de mettre de la romance en horreur, mais bon. Mais sinon, tu peux mettre de la romance hein, quand tu dis que ça soit dégoulinant, là, tu sais, qu'il y a autre chose, qu'il y a de la viande autour de l'os, là, tu sais, qu'il y a plein d'autres émotions, plein d'autres choses autour, là, tu sais. À vous de trouver le bon livre qui, comme on dit, trouver chaussure à son pied, là. C'est ça. Voilà. Ne pas vous décourager parce qu'il y en a un qui n'a pas fonctionné. Peut-être que l'autre, on ne peut pas aimer tous les livres, c'est sûr. Puis ça ne veut pas dire que sont tous mauvais parce qu'il y en a un qui n'a pas été bon. Donc, puis au même titre que souvent, je m'étais fait dire, les gens qui avaient lu Les Gardiens des Pas me disaient « Ah, Sonia, là c'est du historique, j'aime pas ça du historique, c'est trop lourd, c'est trop, tu sais, un peu comme des cours d'histoire. » Puis je disais « Non, gars, essaye, tu vas voir. » Puis la règle générale, les gens me revenaient et disaient « Ouais, ben finalement, je me rends compte que j'aime ça, les romans historiques. » Mais oui, mais c'est parce que au même titre que c'est pas juste la romance, c'est pas juste du historique non plus. Tu sais. C'est vraiment quand tu as un mélange de tout ça qui fait varier, là, qui fait intéressant. Là. Voilà. Natacha qui s'en va faire un dodo, donc bonne nuit. Donc, effectivement, de toute façon, c'est l'heure. Donc, je vous laisse quelques secondes le temps qu'il y ait l'éclairage. Si vous avez d'autres questions, posez-les maintenant. Normalement, je pose ma dernière question, mais ça revient pas mal à quel livre aurais-tu aimé écrire? Je pense que ça revient pas mal. Était prête. J'ai pas eu de déstabilisation. Je suis déçue. Voilà. J'avais écouté les autres lives. Mais c'est bien, j'ai pas eu beaucoup d'auteurs préparés. Et j'ai eu 2 auteurs aussi qui se sont fait prendre, qui y pensaient puis qui l'ont oublié. Fait que ça, c'était très drôle aussi.
Donc, je vais attendre un petit peu juste de voir si les gens... bon, je pense qu'il n'y a pas de questions. N'oubliez pas, comme... voyons, je lis tous les noms, je suis mêlée. Comme Sonia disait, pour la série qu'on ne trouve plus, on peut t'écrire si on veut se les procurer. Donc, c'est toujours... En fait, tous les livres, si jamais, j'en ai plusieurs là, qui m'ont demandé pour des cadeaux de eux à eux pour Noël ou pour des cadeaux pour d'autres personnes. Pour l'instant, de nous à nous, des cadeaux de Noël. Oui, j'en ai eu quelques-uns comme ça. Mais fait que je les ai tous pour l'instant. C'est sûr qu'il y en a qui moins, mais il n'y a pas de problème. C'est juste me contacter en privé, puis ça va me faire plaisir. Il faut juste prévoir les frais de poste par la poste, mais puis ça va me faire plaisir de vous les dédicacer. Donc, je remercie tout le monde d'avoir été là. Riley, de eux à eux, c'est tellement moi. Oui, c'est moi aussi. Je veux remercier tout le monde d'avoir été là. Merci à ceux qui vont le réécouter en redifféré aussi. C'est vraiment apprécié. Merci à toi aussi d'avoir accepté, comme j'ai dit au début, d'avoir annulé et repris et que ça se soit en plus fait rapidement. Donc, je suis très contente. Merci d'avoir accepté à la base. C'est moi qui te remercie aussi pour l'invitation. C'est super gentil. C'est toujours le fun de pouvoir... on n'a plus de salon du livre, puis tout ça. C'est le fun de pouvoir jaser un peu avec d'autres et sortir de notre bulle. Donc, beaucoup merci pour l'invitation. C'est super apprécié, super gentil. Ça me fait vraiment plaisir. Ça fait un moment très agréable. J'ai créé mes salons virtuels, comme ça. Yes. Une bonne idée, très bonne idée. Fait que je souhaite à tous une belle soirée. Je pense que les gens sont super. Je vois belle découverte, belle soirée. Fait que je pense que les gens sont vraiment très heureux. J'ai bien hâte aussi, j'espère, avoir des commentaires pour la suite. Donc, je vous souhaite une belle soirée tout le monde. Et oui, bonne soirée tout le monde. Oui, on se dit à jeudi, donc dernier live de l'année 2020, donc avec Claude Jutras. Donc, bonne soirée tout le monde! Bye bye! De joyeuses fêtes! Oui, oui! Ouais, moi, je vais plus tard, là. Bye bye! Bye bye!